Un nouveau mois qui débute avec des opportunités à saisir. Et comme on a coutume depuis quelque temps, je reçois pour vous un invité passionnant, un jeune docteur ambitieux au parcours inspirant qui vient partager son expérience dans le milieu académique avec nous. Si vous écoutez nos émissions depuis un moment et vous aviez des questions, vous pouvez nous les poser en nous écrivant sur Facebook, LinkedIn ou YouTube. Vous pouvez nous trouver facilement sur ces plateformes en recherchant par le mot-clé jeune et ambitieux au pluriel. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages si vous ne l'avez pas encore fait et de noter l'émission sur votre application de podcast. Cela nous encourage à continuer. Nous sommes nombreux à vouloir poursuivre des études doctorales, mais face aux multiples contraintes du quotidien et à notre méconnaissance de ce milieu, on est souvent découragé et on abandonne ce projet pourtant enrichissant pour notre carrière professionnelle. Notre invité nous partage aujourd'hui sa propre expérience et nous fait découvrir le parcours d'étudiant en thèse de doctorat. Bonjour Babacar. Ouais, bonjour. C'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour échanger un peu avec toi sur ton parcours. Et donc, pour commencer, je m'en vais te demander de te présenter à la communauté. Comment est-ce que tu te présentes? Alors, merci Faisal pour cette entrevue. Alors, je m'appelle Babacar Diop et je suis âgé de 31 ans. Donc, je suis sénégalais et j'évolue dans le domaine de l'informatique et plus précisément de la recherche en informatique. Donc, dans un domaine tout à fait moderne qu'on appelle les réseaux de capteurs et aussi l'Internet des objets. Alors, je dirais par rapport à mon parcours, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'étapes, mais je pense que je vais plus me focaliser sur l'aspect universitaire. Donc, après avoir eu mon bac en série expérimentale, donc après, j'ai eu à faire les mathématiques et les sciences sociales à l'université. Donc, c'était une formation de 2 ans, de DEC, donc de mathématiques appliquées et de sciences sociales. Et maintenant, à l'issue de ça, donc on a débouché sur une formation en licence d'informatique. Donc, on a quitté les sciences sociales pour venir à l'informatique. Donc, là où on parlait des mathématiques, de la sociologie, des bases de la programmation également. Maintenant, pour se focaliser sur le domaine de l'informatique. Et donc, on a fait une licence en informatique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et voilà, suivi d'une maîtrise. Donc, c'est un peu l'ancien système, et ensuite suivi d'un DIA, un diplôme d'études approfondies dans le domaine de l'informatique. Donc, c'est ça en gros mon profil. Donc, ce qui a guidé mes choix d'études dans mon domaine, donc, comme je l'ai dit, je suis un peu actuellement dans le domaine des réseaux de capteurs et de l'Internet des objets. Alors, ce qui a guidé mon choix, je dirais que c'est un peu intuitif. Je dirais que c'était intuitif parce qu'en fait, je savais que depuis que je faisais les lycées, depuis que je faisais la série scientifique, que peut-être j'étais destiné à suivre des études avancées, donc dans un domaine tel que la physique, ou bien même les mathématiques appliquées. Avancées, ça veut dire que j'entendais par ça aller jusqu'à un niveau où voilà, je pouvais intervenir à l'université. Donc, je peux dire que ça a toujours été dans l'une de mes préoccupations. Et donc, quand je suis venu jusqu'en maîtrise, c'est à ce moment-là que j'ai eu le premier contact avec le domaine dans lequel je suis actuellement, le domaine des réseaux de capteurs et de l'Internet des objets. Donc, mon diplôme de maîtrise, en fait, était sanctionné par un mémoire, donc dans le domaine des réseaux sans fil. Comment est-ce qu'on pouvait simuler des réseaux sans fil avec différentes plateformes de programmation et de pouvoir prendre en compte donc les caractéristiques des multi-antennes. Donc, un peu ce qui se fait actuellement dans les réseaux UMAX, où on a plusieurs antennes en émission et en réception. Donc, c'était le premier contact que nous avons avec le domaine des réseaux, surtout des réseaux sans fil. Très intéressant ce que tu nous expliques là. Mais avant d'entamer ce domaine-là de l'informatique que tu as embrassé juste après la maîtrise, qu'est-ce qui t'a orienté en fait à intégrer plutôt l'informatique? Parce que je sais qu'à partir de la maîtrise, souvent on a la possibilité de faire de la gestion, de l'économie et tout ça. Maintenant, à ton temps, qu'est-ce qui a motivé en fait cet attrait pour l'informatique plutôt qu'à autre chose? Ok, exactement. Merci.
Alors, je dirais plutôt que c'est surtout par rapport aux challenges, aux défis que pose l'informatique comparé aux autres disciplines. Donc, moi, par exemple, en quittant le lycée, en venant à l'université, donc, je dirais que la discipline qui m'intéressait le plus, c'était la physique. C'était la physique. Et une fois à l'université, donc en première année et en deuxième année, donc je l'ai dit tantôt, on faisait en masse. Donc, on a eu à côtoyer beaucoup l'informatique. Puis, c'est un peu l'informatique pure, donc l'informatique au niveau algorithmique, donc la science de l'algorithme et voilà, tout ce qui est en fait mobiliser des idées et des étapes consécutives pour résoudre une solution bien donnée. Donc, c'était ça en fait le premier point. Parce qu'en fait, quand on est venu en première année, je dirais qu'il y avait l'informatique ou bien l'algorithmique, c'était la seule discipline donc, qui s'est démarquée, qui était un peu différente des autres. Donc, une discipline qui demandait exactement de la concentration, qui demandait d'être assidu à la programmation, à tester des programmes donc, sur Pascal et à réfléchir vraiment pour résoudre des problèmes. Donc, je me rappelle les premiers projets qu'on faisait en algo. Donc, on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de challenges, beaucoup de temps à consacrer sur la matière. Et voilà, au final, on se retrouvait avec quelque chose un programme bon, qui pouvait marcher, qui pouvait résoudre des problèmes simples. Et voilà, ça me faisait plaisir, quoi. Et je pense que c'est ça, en fait. Donc, quand on est venu jusqu'en deuxième année, donc là où il fallait faire un choix par rapport à l'option qu'on va prendre. Donc, je me disais qu'en mathématiques, on avait déjà les bases, quoi. Parce qu'en première et en deuxième année, donc, on avait pas mal d'UV en mathématiques, passant de l'analyse à l'algèbre, aux probabilités statistiques, et voilà, au modèle mathématique économique également. Et donc, je pouvais dire que j'en avais un peu assez des maths et que voilà, là, je trouvais dans l'informatique. Ah bon? J'ai trouvé dans Tu, l'informatique tu en avais l'occasion. assez fait à partir d'un certain moment. Oui, exactement. Je dirais que c'est ça. Et j'ai trouvé dans l'informatique l'occasion également de pouvoir appliquer ce que je connaissais en mathématiques à des problèmes, à la résolution de problèmes réels, quoi. Et je Tout pense que à c'est fait. un peu ce qui m'a motivé à venir explorer le monde de l'informatique. Ok, parfait. Ça, c'est très intéressant. Alors, également dans ton explication, on comprend que à partir d'un certain moment, tu as fait le choix de continuer dans les études doctorales. Et si je comprends bien, c'est à partir de la maîtrise. Tu t'es orienté vers un master recherche. Qu'est-ce Ouais. qui a motivé ce choix-là? Par exemple, à partir de la maîtrise, tu aurais pu faire un master professionnel, mais qu'est-ce qui t'a orienté plutôt vers la recherche? Peux-tu nous donner un peu la motivation? À supposer que, par exemple, il y a des étudiants qui sont en maîtrise, qui sont peut-être en licence, ils se demandent à partir de la maîtrise, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire un master professionnel, un master recherche? Qu'est-ce qui peut les motiver? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces deux options-là? Est-ce que tu peux Ouais. revenir là-dessus pour nous donner un peu Je des pense, détails là? ouais, ça, je pense que c'est une question très importante parce que ça pose exactement donc l'ambition de la personne, ce qu'il veut. En fait, moi, je pense que l'idée se trouve plus dans la projection. Donc, tu es à un niveau, maintenant tu te demandes d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, où est-ce que je voudrais que ça me trouve? Tout à fait. En fait, je me vois faire quoi d'ici 10 ans, d'ici 5 ans? Moi, je pense que c'est ça, en fait. Et donc, moi, de mon côté, je savais que c'était parti pour la recherche, hein, parce que depuis tout petit, j'avais beaucoup d'affection ou bien j'ai passé beaucoup de temps à lire, en tout cas des choses que je ne comprenais même pas, bon, par rapport à la physique, par rapport à des revues scientifiques. Et donc voilà, donc je voyais tout le temps des gens vraiment donner de l'effort pour essayer de résoudre des problèmes ou bien d'élucider des mystères donc, que la communauté scientifique ou bien que les élèves sont en train d'apprendre ou bien des choses comme ça. Donc, je pense que c'était ça en fait. Moi, c'était ça d'abord. Et ensuite, je me disais que en étant en informatique, en faisant l'option recherche, je n'excluais pas l'autre option. Tout Parce à que, fait. Ça, c'est une très belle remarque parce voilà, qu'effectivement, dans le domaine, tout est quasiment de la pratique. Même la recherche à la finalité, ça sera appliqué dans le domaine, on va dire professionnel ou bien peut-être même dans les grandes exactement. structures de recherche-développement en informatique comme Google, comme Facebook et autres. Exactement. Donc, c'était ça en fait. Et par rapport à ça, ben, je me disais que
Ben voilà, l'informatique, c'est ouverte. Donc, c'est ouvert. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver peut-être une formule afin de continuer mes recherches et en même temps, donc, d'essayer de trouver une petite expérience. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, juste après mon DEA, bon, dans le sujet de mémoire, je dirais porté essentiellement sur les réseaux de capteurs. Et donc, qui a pris une sacrée partie de mon temps, à part les UV qu'on faisait en classe, et qui était aussi très intéressant. Donc, juste après ce diplôme, donc j'ai choisi d'aller directement au sein d'une boîte. Donc, c'était, bon, je dirais pas que c'était pas une boîte informatique en tant que telle, mais c'était un projet de grande envergure internationale. Et donc, voilà, ils étaient prêts à me recruter en tant qu'informaticien. Donc, je devais faire la gestion des données géographiques, donc données SIG, donc avec des outils que les gens se prenaient pour collecter des données sur le terrain et ensuite venir faire des analyses sur ces données-là. Donc, c'était le premier boulot que j'ai eu. Et voilà, ça n'avait rien à voir avec la recherche. Ok, parfait. Mais pour mieux comprendre, est-ce que ça a été ton premier boulot ou bien est-ce que tu as eu un premier boulot avant celui-ci? Et est-ce que ce boulot-là avait un rapport avec ce que tu avais déjà entamé comme DEA ou ça n'avait quasiment aucun lien? Juste à titre d'exemple, on voit qu'il y a certains d'entre nous peut-être qui attendent de finir leur formation complètement avant de commencer à travailler. Mais il y en a d'autres aussi qui, pendant leurs études, ont l'opportunité d'avoir certains boulots, Ouais, certaines activités où ils exercent et puis ça les permet d'avoir peut-être de l'argent, mais également de l'expérience professionnelle en passant. d'accord. Alors, ça aussi, je pense que c'est une question essentielle dans la mesure où elle permet à chacun de se poser des questions. Parce que moi, de mon côté, en fait, c'est un peu une petite peur, quoi. Donc, je me disais que, ben voilà, là, je vais faire la recherche. Peut-être que je vais plus passer mon temps à lire des articles, je vais essayer de les comprendre, à essayer de comprendre les modèles qui sont derrière et de les implémenter. Et donc, voilà, j'avais aussi cette petite peur en tant qu'informaticien, donc de pouvoir pas être à l'aise sur la manipulation de choses, voilà, techniques, quoi, donc qui se demandent comme dans la communauté informatique. Donc, aujourd'hui, si tu es informaticien, la première chose qu'on te demande, c'est pas si tu sais écrire des papiers. C'est si tu sais résoudre des problèmes, si tu sais peut-être apporter des éléments de solution à des, bon, technologiques, à des questions en entreprise ou bien dans des situations comme ça, quoi. Donc, moi, je pense que c'était ça d'abord. Et l'autre chose, c'était par rapport à l'aspect financier, quoi. Donc, juste après avoir fini mon DEA, donc j'avais une proposition d'article scientifique, et donc j'avais déjà écrit les chapitres sur mon mémoire, ok. Et là après aussitôt, donc le prof qui m'a encadré, il m'a sollicité pour vraiment essayer d'aller de l'avant avec ce papier et essayer de le publier dans une conférence, ok. Et donc voilà, c'était parti pour ça. Et on s'est cassé la tête pour une première fois pour payer tout ça parce qu'il y avait des frais, tout ça. Bon, c'est quelque chose qui dépasse peut-être plus d'une centaine d'euros, plus de 500 euros comme ça. Donc, voilà. Waouh! Donc, pour les, Ce qui est voilà. conséquent pour quelqu'un qui est toujours à l'étude. Exactement. Exactement. Donc, j'avais pas de moyens, quoi. Et donc, voilà, je tombe sur un projet comme ça et où on me payait 260 000 francs par mois. Donc, voilà, c'était vraiment intéressant pour moi, quoi. Donc déjà, c'est grâce à ce salaire-là donc, que j'ai pu payer donc, mes premiers articles. Je pense que je suis allé jusqu'à 3 ou 4 articles comme ça, donc qu'on a payé comme ça avec juste l'argent avec mon salaire, quoi. Donc c'était en fait donc cette peur-là, donc cette peur de ne pas pouvoir faire des choses pratiques en se focalisant totalement sur la recherche et aussi donc des problèmes donc, des contraintes financières quoi, pour pouvoir avancer dans mes objectifs. Ok, super. Alors, pour ce premier boulot-là, comment est-ce que sur le terrain, ça s'est passé exactement? Bon, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés particulières? Puisque très souvent, quand on finit la formation, on commence à faire ses premiers pas dans le domaine professionnel, on voit très vite la différence qu'il y a entre ces deux mondes-là. Et certains d'entre nous vont rencontrer quelques difficultés, voilà, et toujours est-il que ces difficultés sont surmontables. Il y a des solutions qu'on met en place
Et pour ton cas personnel, est-ce que tu as eu des difficultés particulières que tu as rencontrées et comment est-ce que tu as pu surmonter cela? Et par exemple, à titre d'exemple, tu en as déjà parlé des difficultés financières, Hein, mais que tu as trouvé des astuces pour ouais. pouvoir relever tous ces défis-là. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés particulières? Alors, oui, oui, il y en a bien eu. Donc, jusqu'à présent là, donc c'est des choses que je partage avec mes étudiants. Donc, pour le dire, en fait, en tant qu'informaticien, je pense qu'il faut essayer toujours d'être au diapason de ce qui se passe et aussi de pouvoir être vraiment réactif, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'avais la malchance, ou bien je sais pas si c'était la chance, donc d'être dans un projet où j'étais pratiquement le seul informaticien donc qui avait directement accès aux données, quoi. Donc, à part ça, donc, il y avait des experts en base de données donc, qui s'occupaient que de base de données et ensuite peut-être faire des fichiers, des fiches d'identification pour les personnes là. Mais à part ça, donc, j'étais le seul gars donc, qui était là, donc, dans un environnement où il y a pratiquement que des profs en informatique et donc qui savaient que utiliser donc, les appareils GPS et peut-être les petites tablettes qu'on les donnait pour aller collecter des données, quoi. Donc, à la limite, c'est tout ce qu'ils savaient. Et donc, moi, j'étais là, des fois, ils attendaient trop de moi. Donc, au lieu de rester au bureau devant ma machine, donc j'allais avec eux sur le terrain parce que s'ils vont sur le terrain, ils m'amènent des données que je ne peux pas exploiter. Alors là, c'est du boulot retardé. Et donc, voilà, c'était ça en fait. Donc, il y avait cette attente-là de pouvoir régler tous les problèmes en tant qu'informaticien. Quelqu'un a un problème avec sa tablette. Monsieur Diop, est-ce que tu peux me regarder ça? Quelqu'un a un problème avec sa machine, est-ce que tu peux me regarder ça? Donc, je dirais, c'est des choses pour lesquelles on m'a pas pris, mais c'est une demande qui est là, donc, et donc tu dois essayer de tout faire pour aider les gens. Donc, c'était l'expérience que j'avais en tant que seul informaticien résident, bon, travaillant dans un projet où, voilà, c'était pas un projet technologique, quoi. C'était ça. Ensuite, je dirais, à un moment donné, bon, j'ai senti que aussi, il y a un problème peut-être de compréhension ou bien d'appréhension des choses. Parce que moi, de mon côté, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, par exemple, bon, je pensais à modéliser, quoi. Je sais pas trop, donc, parce que dans ma formation, on a eu à faire beaucoup ça. Donc, dès ma première semaine, quand je suis venu et que j'ai vu le système, comment ça se passait, les bases de données, comment c'était géré, tout le système là qu'il y avait, ben, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'essayer de tout modéliser à nouveau, quoi, et de repartir à zéro. Et donc, j'en ai Tout à discuté avec fait. le supérieur, mon chef de mission, et lui, il m'a écouté. Du genre, il faisait la tête que voilà, il savait même pas de quoi je lui parlais en fait quoi. Donc, Tout à ouais, fait, je suis d'accord avec toi. Effectivement, en entreprise, très, très facilement, on rencontre ces situations-là. Et comme tu l'as dit, notre manière académique de ouais, le faire est vraiment la meilleure parce que ouais, quand tu arrives dans un endroit où il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, tu as besoin d'avoir une idée globale de tout ce qu'il y a et donc exact, la nécessité de modéliser. Alors ouais, que eux, à leur niveau, peut-être ça a été fait depuis des années, certains ouais, ont ça en tête, mais ouais. il y a pas de documentation, il y a vraiment pas de modélisation qui a été conceptualisée pour tout cela. Mais comme tu l'as dit, j'espère que par la suite, ils ont accepté que tu mettes cela en place et que Ouais, ça ouais, les a été exactement. très utiles. Exactement. C'est pourquoi je pense qu'en fait, tout se joue avec la patience, quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 ans, 6 mois dans ce projet. Ok, et, on était venu à une phase vraiment critique, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Donc, durant la première année, bon, j'ai forcé, j'étais obligé de me rabâcher sur les outils qu'ils avaient. Donc, par exemple, ils avaient, je dirais, une base de données bon, il y avait des redondances, il y avait des choses, il y avait beaucoup de choses, hein. Tu vois, les projets ici, des fois, il y a des réalités que toi, tu ne maîtrises pas, quoi. Mais au fur et à mesure, après, bon, on a senti que bon là il y avait vraiment un besoin quoi parce que moi je pense que peut-être c'était la question de confiance quoi au début donc ils savent pas d'où est-ce que tu débarques et voilà tu viens comme ça et tu proposes des idées un peu dures quoi quand même quand il s'agit de repenser tout un système qui a été déjà mis en place et que les gens s'y sont habitués bon
ça craint un peu, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Ensuite, il faut être patient au fur et à mesure que tu avances. Tu vois, les gens, ils te donnent les crédits que tu as. Et à la fin, donc, je pouvais dire que le système, c'était totalement mon système. Donc, c'était totalement mon système parce que, voilà, j'avais toutes les bribes donc, qui étaient à changer. Donc, voilà, je les ai changées et toujours, donc, il y avait le chef de mission aussi qui était là et qui comprenait parce que, voilà, je pense que ça aussi, c'est important. Il était pas jeune, mais il comprenait quand même que actuellement, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans le domaine de la modélisation informatique avec les systèmes d'information. Donc, avant de parler de base de données, donc tout ce qu'il faut faire comme modèle pour pouvoir bon, bien refléter, pour avoir au moins quelque chose qui est vraiment relevant quoi, du système dans lequel tu es. Et donc, lui, il m'a aidé là-dessus. Hein. Il m'a aidé là-dessus, donc il m'a fait confiance, et même dans les moments les plus critiques. Donc, voilà, il me disait que j'avais le choix donc, de prendre des décisions. Quoi. Je pense que c'est ça. Donc, tout se joue avec la patience. Quoi. Ouais. Tout à fait, très intéressant. Alors, après cette première expérience-là en entreprise, quelle a été la suite de ton expérience professionnelle ou bien académique? Est-ce que après cela, tu es retourné à OK. l'université Alors, pour la thèse ou bien tu as eu à faire d'autres activités? parallèlement, je faisais les deux. Hein. Donc, j'étais en entreprise. Par exemple, j'avais des journées qui allaient de 9 heures jusqu'à 14 heures. Jusqu'à 14 heures parce que c'est des boulots de terrain. Donc, on collecte les données, on vient, on fait des choses. Des fois, il y a des réunions par ici, par là. Et voilà. À 14 heures, tac, donc je viens à l'université. Et j'essaie de faire les choses rapidement et là, je suis dans mon bureau, donc j'essaie dans mon labo, donc j'essaie d'avancer sur quelque chose, quoi, ou bien la nuit. Donc, c'était ça, en fait. Donc, c'est que, en plus du fait qu'ici, en fait, les thèses, c'était pas trop exigeant en termes de présentiel, quoi. Donc, c'est pas comme là où on t'exige, donc, d'être présent tout le temps, mais seulement vis-à-vis des séminaires, donc à ne pas rater. Donc, je faisais tout pour ne pas rater ces séminaires. Et donc, durant ces 2 ans et demi, donc, j'ai pas vraiment senti donc la difficulté de combiner les deux, quoi. Donc, au début, j'avais un petit souci avec mon encadrant de thèse. Et, parce que lui-même, il s'était toujours dit qu'il n'encadrait pas donc, des thésards qui ont d'autres boulots. Mais bon, après, bon, il a fait. À ce titre, effectivement, je constate que c'est une situation que tu m'expliques qui m'intéresse vraiment, dans le sens où, comme tu l'as dit, très souvent, on voit que ceux qui font la thèse, ils sont à temps plein là-dessus. Et voir que toi, par exemple, tu as eu à travailler et en même temps tu faisais ta thèse, je suis vraiment intéressé à comprendre davantage comment est-ce que tu as procédé parce que on sait Ouais, très bien qu'à partir du moment où tu fais une thèse de doctorat, ça ouais, suppose qu'il y a beaucoup de boulot qu'il va falloir faire, il y a beaucoup d'articles qu'il faut écrire, il y a beaucoup de ouais, recherches que tu es amené à faire. c'est Et vrai. comment est-ce que tu parviens à faire cela en même temps avec un autre boulot? Vraiment, si tu pouvais revenir dans les détails, cela pourrait mieux nous D'accord. éclairer. D'accord. Alors, je dirais que c'est d'abord, moi, je pense que ce qui m'a le plus motivé à faire une thèse, c'était pas tout à fait le diplôme, quoi, mais c'était l'amour de faire juste la recherche, quoi. Moi, je pense que c'est ça, parce que c'est ça qui faisait que donc je pouvais, voilà, rester à des moments où je devais me reposer, mais je ne sentais même pas la fatigue. Donc, en fait, des fois, j'ai travaillé plus dans ma thèse qu'au boulot, donc, par exemple, dans une journée. Donc voilà, c'était ça en fait. Bon, je sais pas trop, les motivations sont un peu différentes des personnes. Donc il y en a qui veulent rapidement donc se graduer et ensuite passer à autre chose. Mais moi, par exemple, dans mon cas, ça n'a pas été le cas, quoi, parce que j'ai fini ma thèse. En fait, selon l'école doctorale ici, quand j'avais ici, si tu as 3 publications, donc tu peux finir ta thèse, tu peux soutenir. Moi, mes 3 publications, je les ai eues en moins de 1 an et demi. Et donc, voilà, il me disait, il me Waouh! forçait. Ouais, En moins ouais, de 1 an et demi. ouais, exactement. Comment est-ce que tu expliques cela? Est-ce que le boulot que tu faisais était en lien direct avec ton sujet de thèse? C'est ce qui t'a Ouais. permis d'avancer très rapidement? Ou bien comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait-là, que tu finisses les 3 articles en moins de 1 année et demie? Ouais, ben en fait, je dirais que c'est un travail aussi qui a été bon que j'ai commencé très tôt.
Donc, du genre, dès que j'ai reçu mon sujet de mémoire en DIA, c'était en plein milieu de l'année. Donc, j'ai pas attendu, en fait. C'est ce jour-là même que j'ai commencé à faire mes recherches. Donc, pratiquement, quand on faisait nos examens, donc, on a reçu nos sujets au mois d'avril, comme ça. Je dirais au mois d'octobre, j'avais fini. J'avais fini ce que j'avais déjà ce que j'avais comme objectif à faire pour le sujet, qui était de faire un état de l'art, de critiques, bon, de tout ce qui existe, parce que d'habitude, dans le mémoire de recherche, c'est ce qu'on demande. Et là, après, bon, il y avait du temps qui me restait, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à essayer de trouver des solutions pour améliorer les solutions qui existaient, quoi. Donc c'est pourquoi, voilà, en présentant mon projet de DIA, le jour de la soutenance, là, donc j'avais déjà une solution qui était implémentée et j'avais les résultats et tout. Donc il me fallait juste soutenir ça et ensuite automatiquement publier mon premier article. Et voilà, ainsi de suite, j'ai fait pour d'autres concepts. Et là, après, j'ai fait 1 an et demi. Donc, ils me disent que ben voilà, maintenant c'est bon. Même en encadrant, on a failli se chamailler pour ça. Donc, je n'étais pas d'avis que je devais finir. Parce que bon, c'était pas l'idée, comme je dis, franchement, c'était pas l'idée du diplôme, quoi. Mais c'était surtout l'idée de pouvoir faire quelque chose de vraiment particulier, de vraiment différent donc, dans ma vie, quoi. Parce que bon, depuis petit, je voyais les gens parler de thèses, parler de résultats scientifiques, donc que les gens adoraient. Et je me demandais, voilà, je me disais que vraiment, ce serait super. En fait, j'étais fasciné quand je faisais mon mémoire en DIA, j'étais fasciné d'abord d'écrire un article. Donc, c'était plus un challenge pour moi que d'écrire même mon mémoire, quoi. Parce que quand je lisais des articles, ben, en fait, je les contemplais, les mots, tu vois, l'expression scientifique, donc tout ce qu'il y a là-dedans, et c'est pas le fait de s'exprimer de manière littéraire et tout en restant dans l'essentiel, tout ça. Mais en fait, ça m'a beaucoup motivé, quoi. C'est pourquoi, en fait, comparé aux autres, parce qu'il y avait mes potes aussi qui étaient en DIA autant que moi. C'était ça en fait la différence, quoi. Parce que moi, dès le début, j'ai voulu vraiment être au niveau de voilà produire un article en DIA, quoi. C'est pas attendre d'aller en thèse pour le faire, quoi. Là, j'avais déjà mes trucs, quoi. Je vois. Mais tu pourrais revenir un peu sur ce que c'est qu'un article et quelle est la procédure en fait pour la publication d'un article. Par exemple, quelles sont les étapes que tu dois effectuer avant de pouvoir arriver à la production d'un article et sa publication. Comment est-ce que cela se passe au sein de nos universités là, particulièrement à l'université Gaston Berger où toi tu as eu à faire ton doctorat. Alors, je dirais que c'est les étapes de production d'un article. Donc, d'abord, il faut faire par rapport au sujet où on est. Donc, la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est quoi? Donc, par exemple, on est dans le sujet de la sécurité dans l'Internet des objets, par exemple. Donc, la problématique, c'est quoi? Aujourd'hui, on a une application donc, médicale, donc, où on a des capteurs placés sur des patients, donc, qui collectent des données et qui les transmettent à des stations de traitement. Et maintenant, donc, l'idée, c'est de pouvoir donc, sécuriser ces données, donc de pouvoir les faire acheminer jusqu'au niveau des docteurs pour qu'ils puissent prendre des décisions qui sont un peu smart, quoi. Donc, par exemple, pour ce cas de figure, OK? Donc, l'idée peut-être, dans un premier temps, c'est qu'il faut faire un état des lieux donc, de la problématique dans la littérature scientifique. Est-ce qu'il y a eu des travaux qui se rapportent avec le sujet? Oui. Donc, s'il y en a, donc, lesquels? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, où est-ce qu'en fait, quelles sont les questions qui sont jusqu'à présent pendantes malgré les travaux de la littérature? Donc, s'il n'y a pas de travaux donc, sur la problématique définie, alors tant mieux, parce que là, on a le terrain qui est ouvert à toutes sortes de propositions. Dans les deux cas, donc, il y a un travail, dans le premier cas, il y a un travail de synthèse qui doit être fait, et dans le deuxième cas, donc, c'est un travail de recherche qui peut être soit analytique ou empirique. Donc, on peut partir de données, ou bien on peut partir de modèles qu'on va synthétiser nous-mêmes pour pouvoir avancer, quoi. Je pense que c'est ça. Et maintenant, une fois qu'on a fixé sa problématique, donc après là, on peut se demander comment est-ce qu'on peut scinder cette problématique en termes d'objectifs, quoi. Donc, si par exemple, j'ai un problème gros de sécurité comme ça, donc d'abord, dans un premier temps, donc, je gère
peut-être le problème de l'acheminement des données dans l'IoT. Donc, c'est déjà un problème. Comment est-ce que je peux sécuriser la connectivité entre les nœuds de l'Internet des objets, voilà, sans pour autant parler de l'Internet et tout, quoi. Donc, ça, c'est déjà une première problématique. Donc, il faut essayer de résoudre. Donc, et ensuite, voilà, essayer d'y aller itérativement. Moi, je pense que si tu as un gros problème, donc parce que dans une thèse, on essaie en gros de répondre à une question, ou bien dans une recherche, on essaie toujours de répondre à une question. Dans un papier scientifique, on essaie de trouver des solutions ou bien de formuler une idée par rapport à une question donnée. Donc, d'abord, il faut que cette question soit précise. Ensuite, on se fixe des objectifs par rapport à ce qu'il y a à faire. Donc, soit ça peut être chronologique ou bien ça peut être fait de manière parallèle au cas où on a une équipe de recherche. Et maintenant, voilà, aller vers les publications. Maintenant, une fois qu'on a une idée, OK, et que, voilà, c'est quelque chose qui est supposé résoudre le problème qu'on a. Donc, il faut d'abord valider ça. Il faut valider ça donc, par rapport à ce qui existe déjà et aussi par rapport à son contexte, quoi. Donc, qu'est-ce que peut faire, par exemple, cette solution? Donc, si par exemple, on propose un protocole pour gérer donc, la sécurité dans l'IoT, qu'est-ce qu'on peut faire déjà alors pour valider ça? Donc, s'il y a des travaux dans la littérature, donc, il faudra peut-être trouver des performances, des métriques pour pouvoir avoir des éléments de comparaison avec ces travaux. Sinon, donc, on essaie de comparer ça avec des modèles théoriques qui sont synthétisés. Okay? Donc, dans tous les cas, dans chaque cas de figure, peut-être il y a une solution à faire. Mais l'idée, c'est de trouver un moyen de valider la solution une fois qu'on a la problématique définie. Et maintenant, une fois qu'on a validé, donc là, on a vraiment la solution à son problème pour Ok, commencer. mais la validation, ça Ouais. consiste en quoi exactement? La validation, est-ce que ça veut dire qu'il y a un comité qui siège et qui va analyser les travaux qui ont été faits et décider de la Ouais. validité? Ouais. Maintenant, ça, c'est autre chose parce que la validation, c'est au niveau du chercheur d'abord. Donc, c'est toi, en fait, Ok, qui va valider ce que tu proposes par rapport à ce qui existe déjà. ok, Donc, c'est ce genre-là, j'essaie de trouver moi-même des éléments pour convaincre les autres que la solution que je propose sera meilleure et que ça peut améliorer telle ou telle situation. Tu vois. tout à Voilà, fait. c'est ça la validation, quoi. Donc, du genre, si tu proposes un algorithme, donc, et que l'autre a déjà proposé un algorithme pour résoudre un problème, donc, est-ce que la complexité de ton algorithme est moindre que ce qu'elle a proposé, que ce que l'autre a proposé? Parce que si ton algorithme est plus complexe et que ça produit des résultats qui sont inférieurs à ce qu'il a produit, alors ça ne vaut pas la peine de publier ça. C'est ça le truc. Donc, si par exemple, ta complexité est énorme par rapport à lui et que tu as des résultats qui sont plus satisfaisants que ce qu'il a, alors peut-être que voilà, ça peut être un élément de choix. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, il faut trouver un compromis en tout cas et un ensemble de métriques pour valider ce que tu as fait par rapport aux travaux de la littérature et à ce qui existe comme solution, comme idée de solution, quoi. Donc, c'est ça Ok, l'idée de la ok, validation. Ouais. parfait, parfait. C'est très intéressant. En tout cas, pour moi déjà, et je suis sûr que dans la communauté, tu verras que les gens seront vraiment beaucoup intéressés. Parce que là, comme je te l'ai dit, la plupart d'entre nous, on va vers le domaine professionnel, mais on aimerait quand même retourner à l'université pour tenter aussi de poursuivre ses études doctorales là, parce que quoi qu'on dise, c'est des choses qui sont très importantes. Ça te permet de bien maîtriser le sujet, de bien Ouais. comprendre ce qui se passe dans le domaine et tout ça. Mais à travers ton explication, je comprends que effectivement, quand on parle d'articles, c'est quelque chose que tu débutes en faisant beaucoup de recherches dans le domaine pour comprendre ce qui est déjà fait et voir Ouais. qu'est-ce que toi tu peux apporter de plus. Et souvent, tu peux être confronté au fait que ce que tu étais en train de rechercher, que tu essaies de faire, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et en ce moment, Ouais. comme tu l'as dit, il faut laisser ce sujet-là et attaquer d'autres choses. Ouais. Donc, dans le domaine, par exemple, au cours d'une thèse, il peut arriver que voilà, tu abordes plusieurs sujets et tu te rends compte que ceux-là, tu peux pas les utiliser, tu ne pourras pas faire de publication là-dessus et tu changes. Pour ton cas, est-ce qu'il est arrivé que voilà, il y a des sujets que tu as eu à commencer et après tu as dû changer? Est-ce que tu as des Ouais. exemples de ce genre-là à partager avec nous? Exactement, j'ai des exemples parce que au début de ma thèse, j'avais pensé à deux sujets. Donc, le sujet dans lequel j'étais qui parlait de la couverture un peu dans les réseaux de capteurs et un autre sujet qui était plus côté
applicatif, donc qui parlait de comment est-ce qu'on peut exploiter les potentialités des réseaux de capteurs pour résoudre des problèmes comme le paludisme et aussi la migration des oiseaux ici dans la vallée de Saint-Louis, quoi, parce que c'est un vrai problème qui impacte beaucoup la riziculture. Donc, c'était ça, hein. Donc j'avais en tête cette idée parce que bon, bon, je pense que c'était aussi influencé par le boulot que je faisais, donc le projet dont je te parlais tantôt. Ok, Voilà, ouais, ça avait un rapport avec ça parce que on travaillait avec les gens du monde rural, donc des paysans, des pisciculteurs, des agriculteurs, riziculteurs. Et donc, la plupart du temps, on était en contact avec ces gens-là. Donc, j'étais vraiment au cœur de leur réalité, chaque jour ce qu'ils vivaient. Et voilà, quand j'ai vu que le problème des oiseaux était vraiment un problème qui impactait beaucoup la riziculture et qui y avait même eu des tentatives de recherche au sein de Africa Rice, la structure de riz qui est ici dans la vallée. Ça m'a beaucoup intéressé parce que déjà les capteurs, ils offraient des opportunités qui pouvaient vraiment aller dans ce contexte-là, quoi. Donc, si l'idée c'était d'avoir donc des capteurs un peu qui peuvent détecter donc la présence des oiseaux et ensuite qui peuvent déclencher une alarme et voilà, remplacer un peu l'usage manuel et traditionnel que les agriculteurs font. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de problèmes dans la vallée comme ça. Et donc, il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème du paludisme. Donc, tout ça. Et pour ça aussi, j'étais en contact avec les gens de l'Institut Pasteur, donc pour pouvoir avoir déjà des modèles pour avoir une idée de la propagation du phénomène. Et ensuite, l'idée avec les réseaux de capteurs, c'était de pouvoir déployer des capteurs, donc un peu dans des zones à risque, okay, avec la présence forte des agents transmetteurs du virus. Et maintenant, d'essayer de contrôler ces zones-là et d'avoir un système d'alerte et de monitoring pour ça. Donc, j'avais ces deux idées en parallèle et voilà, j'y suis allé. Hein, je suis allé donc quand j'ai fini mes 3 articles. Donc, j'avais vraiment un temps pour pouvoir un peu élargir donc ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait un peu de travaux là-dessus, dont j'ai eu même des publications. Mais après, la vraie difficulté a été vraiment de pouvoir les rapprocher avec ce que j'avais déjà fait comme élément théorique dans ma thèse, quoi. Et voilà, à la limite, donc ça a servi juste d'exemple d'application, mais il a fallu que, voilà, se concentrer juste sur ce sujet parce que aujourd'hui, les thèses, c'est ça en fait. Donc, on a un seul problème à résoudre. On résout un problème. OK, pendant qu'on y est, mieux vaut le faire de manière bien. Donc, avoir déjà des éléments concluants, comme ça, à la fin de la thèse, ben, voilà, au moins le domaine aura senti une contribution qui est majeure, quoi. Mais sinon, voilà, ce qui a été fait sur d'autres domaines, donc c'était juste peut-être des tentatives, donc pour voir donc, dans quelle mesure donc, étudier ces éléments a été possible. Donc, tout est une question de tentative au finish, quoi. Parce qu'après, donc, t'as pas de résultat négatif. Donc, tu cherches des choses, tu cherches à voir est-ce qu'on peut concilier des choses. Ben, si c'est oui, c'est bon. Si c'est pas oui, alors, au moins, c'est un élément de réponse dans la recherche, donc voilà, qui va servir à la communauté, quoi. tout à fait. C'est très intéressant. Ouais. Alors, pour toi qui as eu cette expérience-là de travailler dans le milieu, on va dire, professionnel et en même temps avoir ce parcours doctoral-là, est-ce que tu penses que pour ceux qui sont déjà dans le domaine professionnel et qui ont débuté depuis des années, il est possible de pouvoir juxtaposer en fait des études doctorales, essayer de s'inscrire en thèse de doctorat parallèlement et continuer aussi de travailler en entreprise. Est-ce que c'est des choses qui sont conciliables ou est-ce qu'il y a des solutions particulières qu'on peut adapter pour pouvoir le faire et comment, à ton avis? OK. Alors, moi, je pense que en fait, c'est faisable, mais tout dépend aussi de l'exigence de la personne et aussi du contexte. Donc, par exemple, si tu as un boulot qui est à Dakar et que là, tu dois faire une thèse à Saint-Louis, alors là, c'est plus compliqué que si toutes les deux activités se trouvent à Saint-Louis ou à Dakar.
Tu vois, mon contexte, c'était un peu ça, en fait. Donc, j'étais à côté, j'étais à l'université, et voilà, la vallée est à côté. Donc, bien que là où j'allais, c'était à 30 kilomètres de l'université, mais quand même, ça le faisait, quoi. C'était pas autant difficile. On était véhiculés, donc le matin, on vient, on prend tout le monde, et ensuite, voilà, on va au bureau, on fait ce qu'on a à faire, et après, donc, on retourne. Et voilà, tu peux, je dirais, ça te prend c'est pas une heure, moins d'une heure de temps pour pouvoir atteindre ton lieu de travail et en revenir, tu vois. Donc, je pense que dans ce cas de figure, c'est beaucoup plus aisé donc, de combiner les deux que dans le cas où donc, on est un peu éparpillé dans l'espace, quoi. Moi, je Tout pense que à c'est ça. Ouais. tout. Donc, c'est ce contexte-là qui, est, qui peut faire la différence. Donc, l'autre chose, c'est qu'en fait, c'est le problème de défi personnel, quoi. Moi, je me disais que ben, en tant que jeune, donc voilà, 25 ans jusqu'à 30 ans, je disais, c'est le seul moment en fait où tu as assez d'énergie comme ça. Franchement, je me sentais avec beaucoup d'énergie. C'est pas comme ce que j'ai actuellement à 31 ans. Non, non. Je me sentais avec beaucoup d'énergie. J'avais envie de faire beaucoup de choses. Donc, même pas seulement la recherche, mais j'avais envie de me focaliser à toutes les choses auxquelles je n'avais pas eu le temps de faire, de manager mon temps afin de pouvoir le faire. Je me disais qu'au-delà de cet âge-là, c'était plus évident. Donc, c'était ça, en fait. C'est pourquoi il n'y avait pas de contraintes. Donc, je quittais le boulot. Après, je venais à la recherche. Les week-ends, je trouvais exactement d'autres activités à faire qui n'avaient aucun rapport à voir avec la recherche et le boulot. Et des choses comme ça. Donc, voilà, je pense que ça aussi, c'est partie intégrante de la personne, quoi. Si tu veux exceller peut-être dans beaucoup de choses, ben voilà, tu vas t'organiser pour trouver un temps à chaque chose et essayer de le faire. Mais je pense à mon humble connaissance que au-delà de 30 ans, au-delà d'un certain âge, ce sera difficile donc de pouvoir prendre ces choix-là, quoi. Ouais. Tout à fait, je comprends un peu la situation. Alors, pour revenir un peu à ceux qui sont au niveau de l'université et qui voudraient également avoir un parcours doctoral, quels sont les conseils en fait qu'on peut les donner? Est-ce qu'il y a déjà des prérequis au niveau des études secondaires ou bien supérieures de premier cycle, par exemple, qu'il faut déjà trouver le moyen d'asseoir avant de pouvoir aspirer à des études dans le domaine de doctorat en informatique, par exemple. OK. Alors, je pense que c'est ce que un de mes profs me disait, en fait. Il disait qu'en fait, il faut s'intéresser à tout, mais peut-être être focalisé sur son domaine, quoi. C'est la façon la plus, peut-être, plus commode pour un chercheur, peut-être, d'avancer dans ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec l'informatique, c'est pas exclusif, quoi. Donc, on peut pas être dans un domaine par exemple, sans pour autant avoir une vue sur les autres domaines, quoi. Donc, l'informatique, c'est une discipline, bon, je pense que tous nous connaissons, on l'a appris, donc, qui regroupe aussi bien donc, la physique, les mathématiques et l'électronique. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui veut connaître des choses, donc, ça dépend du domaine. Si tu es dans le domaine des réseaux de capteurs, donc, tu es aussi dans le domaine de l'électronique parce qu'on programme des microcontrôleurs et des choses comme ça. Tu es aussi dans le domaine des réseaux. Tu es aussi dans le domaine des protocoles de routage de communication. Donc, c'est algorithmique. Donc, voilà. Donc, imagine tout ce qu'il faut embrasser pour ça. Et moi, je dirais pas que c'est une contrainte. Donc, c'est juste une question de volonté à pouvoir apprendre des choses rapidement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as un petit problème avec, par exemple, la physique ou l'électronique. Voilà, il faudra peut-être essayer de trouver rapidement un moyen, donc de faire un update de ça et ensuite d'avancer. Donc, juste pour avoir le temps d'extraire ce que tu as besoin de comprendre pour pouvoir avancer, quoi. C'est pourquoi je pense que cette phrase est aussi intéressante quand on dit qu'il faut s'intéresser à tout et se focaliser sur son domaine. C'est peut-être ne pas essayer de trop se noyer dans cette masse d'informations donc, qui existe donc, dans d'autres domaines qui sont connexes au domaine dans lequel on est, quoi. Donc, l'idée, c'est toujours de pouvoir spécifier exactement ces manquements et ensuite de pouvoir aller chercher l'information rapidement et de venir compléter. Mais je pense que c'est plus facile que de se dire que ben, voilà, je vais essayer de faire peut-être, avant de faire ma thèse en doctorat, je vais essayer de faire un update en mathématiques, je vais essayer de faire un update en physique, ensuite un update en électronique. Et déjà, ça va prendre trop de temps, c'est pas envisageable, mais et puis c'est pas certain que voilà ce que tu vas faire en termes de update
dans le cadre d'une formation ou bien de n'importe quoi. Donc, ça peut garantir donc d'avoir exactement les bases qu'il faut pour aller de l'avant dans ton sujet, quoi. Des fois, tu n'as pas besoin d'un arsenal, tu as juste besoin de, je sais pas, d'un petit truc donc, à insérer dans un trou de recherche pour pouvoir le combler et avancer. Je pense que c'est ça. Tout à fait, intéressant. Alors, toujours pour motiver un peu ceux qui veulent s'engager en fait dans ce domaine-là, quels sont les débouchés des études doctorales? Alors, euh, aujourd'hui, bon, en Afrique, moi, je pense que la plupart du temps, quand on parle d'études doctorales, alors c'est plutôt par rapport à l'enseignement universitaire, quoi. Donc, déjà, parce que même en doctorat, donc d'habitude, les doctorants, ils ont des cours, ils interviennent en tant que vacataires dans les universités, donc pour pouvoir déjà se familiariser avec ce futur métier. Mais aussi, donc, voilà, ça fait, pour des cas aussi, ça fait même partie des séminaires, c'est-à-dire des points à avoir pour pouvoir valider son doctorat, quoi. Et je pense que le premier débouché, c'est intervenir dans les universités. Mais bon, il y a pas de contrainte en tant que telle, quoi. Donc, au docteur, donc après, par exemple, créer son entreprise, je sais pas, essayer de travailler sur des projets de haute envergure, donc essayer de viser un peu les institutions internationales. Donc, je pense que tout ça, c'est des éléments. Ou bien juste faire la recherche. Aujourd'hui, il y a plein de labos dans le monde, plein de labos donc, qui sont prêts à recruter des chercheurs qui viennent de n'importe où du monde. Donc, voilà. Donc, en se focalisant sur la recherche, sur les sur les études postdoctorales et peut-être d'autres éléments de recherche. Donc, voilà, tu peux voir quelqu'un qui peut faire une carrière sans toucher à l'enseignement, quoi. Donc, il y va dans la recherche toujours, de sujet en sujet et d'objectif en objectif pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est Tout ça, à fait, première option, l'enseignement. Ensuite, voilà, il y a aussi d'autres ouvertures qui tout dépendent à dessus. fait. Et pour soutenir en fait ces autres options dont tu parles, par exemple, pour ma propre expérience, il faut dire que j'ai eu à rencontrer des postes auxquels j'ai dû postuler qui, Ouais. en fait, réclamaient que tu aies déjà fait des études doctorales, notamment dans la BI, le OK, business intelligence, le data d'accord. scientist. Et c'est des domaines aujourd'hui qui demandent, en fait, beaucoup de recherche Ouais. pour découvrir en fait des nouveaux modèles qui vont servir dans le métier et des grandes structures comme tu parlais tantôt comme Google, comme Facebook ont actuellement Ouais. des centres de recherche Karma qui ont beaucoup de chercheurs universitaires qui sont rattachés à ces centres-là. Ouais. Et dans ces centres-là, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites, qui sont découvertes, qui sont mises en œuvre au niveau de ces entreprises-là et dont nous tous on bénéficie aujourd'hui. Du coup, faire des études doctorales, c'est vraiment un tremplin pour pouvoir aujourd'hui pouvoir intégrer les grosses structures également. Ouais. Ouais. Bon, pour continuer, également, je voudrais que peut-être tu reviennes pour nous expliquer la suite de ton étude doctorale. Après avoir fini presque les trois articles en moins d'une année et demie, quelle a été la suite? Est-ce que tu as soutenu juste après cela ou bien tu as dû continuer à travailler et accumuler d'autres articles avant de soutenir ta thèse? Quand est-ce que tu as soutenu ta thèse également? OK. Alors, merci pour cette question parce qu'en fait, quand j'ai fini mes trois premiers articles, donc, comme je vous ai dit, j'ai aussi brossé un peu des sujets d'autres domaines, donc dans le même domaine, mais bon, plus applicatifs, quoi, avec le problème des oiseaux, le problème du paludisme. Et voilà, donc après, j'ai vraiment senti le besoin d'aller visiter d'autres labos dans d'autres horizons, essayer de voir donc qu'est-ce qui se fait aussi en termes de recherche. Et dans cette optique, donc j'ai fait des mobilités donc sur une période de 2 ans, bon marquée par des instants de pause de 6 mois. Et donc j'étais allé dans des labos en France donc pour pouvoir faire un peu de choses plus pratiques dans les réseaux de capteurs. OK. Et ensuite essayer d'avancer un peu sur les modèles sur lesquels je travaille, quoi. Donc, ceci m'a pris l'année 2016-2017, donc qui était la troisième et la quatrième année.
Et après, donc, quand je suis venu, donc c'était, bon, il y a eu quelques soucis, il y a eu quelques soucis parce qu'au niveau de l'école doctorale, donc ils s'attendaient à ce que je vienne avec, ben, je dirais pas que c'est un exemple pour les jeunes, hein, donc voilà. Moi, j'aime des fois, je suis un peu mon instinct et c'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas écrit. Donc, j'avais la ferme intuition d'avancer encore et de trouver d'autres modèles. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai essayé de faire d'autres articles dans le domaine avec mes modèles, donc, et de faire aussi beaucoup de simulations donc, avec les systèmes distribués parallèles pour pouvoir simuler à grande échelle les réseaux de capteurs. Donc, c'était ça l'objectif. Et voilà, une fois la quatrième année terminée, donc là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à avoir la volonté de rédiger ma thèse, quoi. Et donc, c'est ce qui a été un peu à la cassure avec le système ici. Alors ça, je ne dirais pas que c'est un exemple pour les jeunes qui vont écouter cette interview, mais juste parce que, bon, j'étais à un moment où j'avais vraiment envie de faire des choses, donc voilà, peut-être que je me disais que, bon, qu'il n'était pas encore fait dans le domaine, quoi. Je pense que c'est ça. Donc, Ok, c'est ce qui ok, m'a parfait, on motivé. comprend très bien. Après À la suite l'écriture, de ça, c'est la quatrième année, donc je suis venu à la cinquième année. C'est là que j'ai totalement fini le document. Et en même temps, donc en revenant de mes mobilités, donc en 2017, donc je suis tombé aussi sur d'autres projets donc qui parlent de l'IoT maintenant directement, donc des projets portés par l'université qui parlent de l'Internet des objets, donc mon domaine de recherche. Et donc voilà, donc naturellement, je me suis intégré à ces projets-là et en même temps que je rédigeais, et je voyais que là aussi, bon, j'étais à un autre niveau, quoi, parce que pendant longtemps, j'étais dans la théorie des capteurs, de l'Internet des objets. Et là, d'un coup, donc, tu tombes sur un projet où tu as la possibilité de déployer chaque jour des capteurs et de programmer ce que tu veux et ensuite de tester pour voir les résultats. Et donc, ça a amené beaucoup de maturité sur la façon déjà d'aborder mon document. Donc, je me disais que mon document ne serait pas pareil, par exemple, si j'avais pas été en contact avec ce projet-là, quoi. Parce que ce serait couronné de beaucoup d'aspects théoriques, plus d'aspects théoriques en tout cas, et moins de vues sur l'aspect réel des systèmes de capteurs. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, j'ai fini ma thèse officiellement donc, en fin 2018. Fin 2018, et ça a été soutenu donc, il y a juste un mois. Il y a juste un mois. Et voilà, donc depuis lors, donc, je continue sur le projet de l'Internet des objets. Et voilà, donc là, il y a d'autres idées même de projets de recherche, hein, mais ça touche un peu les idées de Smart Village, Smart City, donc qui sont un peu bon, des concepts nouveaux dans le domaine, quoi. Donc après, au wow, finish, ma thèse aurait duré 5 ans. wow, Donc, super. Toutes mes 5 ans. félicitations, Merci, merci. c'est super ça. Ouais, donc voilà, 5 ans et exactement le jour de ma soutenance, donc c'était ça. Donc les examinateurs, ils m'ont reproché le fait de vraiment ralentir donc la soutenance de cette thèse, quoi. Bon, c'est vrai que ça a été un vrai défaut pour moi de penser qu'en fait je devais faire quelque chose de trop parfait durant la thèse, alors qu'en fait la thèse c'était juste une initiation pour la recherche. C'est bien après que je l'ai compris. Donc, l'idée, c'est de poser déjà les bases de ce que tu vas faire, donc de pouvoir faire une synthèse de solutions existantes riches, okay, avec un bon état de l'art et très synthétique. Ensuite, de pouvoir partir de cela, des limites de cela pour pouvoir poser des problématiques et apporter des solutions à ces problématiques. Donc, ce sont ces trois étapes-là, normalement, qui devaient constituer les trois papiers que quelqu'un fait durant sa thèse. Mais en fait, j'étais passé fortement au-delà de ça. Fortement Ouais, au-delà de ça, et bon, après, bon, ça n'apporte pas grand-chose sur la délibération, hein. Donc, voilà, tu as une thèse au même titre que les autres, et peut-être qu'avec le temps perdu, bon, peut-être que, voilà, à mon niveau, c'était pas du temps perdu parce que bon, c'est une chose que j'ai aimé faire et que, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai continué là où tout le monde me disait d'arrêter, quoi. Mais je pense pas que ça soit un exemple pour tout le monde
pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, je réfléchis encore, hein, mais je me dis que ben voilà, peut-être que j'aurais dû finir ma thèse depuis 2016 et voilà, depuis lors, donc je suis OK, quoi. Et Tout à peut-être fait, que tout ce à serait fait. une chose, mais Mais néanmoins, ce qu'on retient, c'est que c'est de l'expérience que bon, on aura capitalisée ouais, et qui actuellement sert notamment dans ce projet avec les IoT que tu as débuté. voilà, Et c'est tant mieux, quoi. ouais. Peut-être pour avancer sur d'autres questions, je voudrais te demander comment est-ce que tu appréhendes ce milieu universitaire-là dans nos pays. Par exemple, on sait que on a une école doctorale au niveau de l'université Gaston Berger. Il y en a aussi au niveau de l'UCAD. Est-ce que tu maîtrises un peu Ouais. ce milieu-là? Est-ce que tu peux nous en parler? Et également les possibilités qu'il y a à l'international, peut-être des collègues ou bien des partenariats que vous aviez eus. Peut-être s'il y a des choses que tu peux nous partager, ce serait vraiment intéressant. Qu'on D'accord. comprenne un peu ce milieu, comment c'est organisé et comment est-ce que tout cela fonctionne. Alors, je suis pas trop bien renseigné sur les écoles doctorales de Dakar, mais si c'est pour Saint-Louis, alors je connais. Donc ici, par exemple, à l'UGB, on a l'école doctorale des sciences et technologies, donc qui s'occupe de toutes les affaires, hein, donc mathématiques, informatique, physique, donc tout ce qui se fait en recherche doctorale dans le domaine, dans ces trois domaines. Et donc, ouais, l'école doctorale a des collaborations. Les professeurs, donc, qui sont aussi membres de l'école doctorale, ont aussi des collaborations. Et les opportunités, elles peuvent venir de partout. Donc, des fois, elles peuvent venir directement de l'école doctorale, ou bien elles peuvent venir directement du professeur, ou bien d'autres initiatives donc, qui sont en rapport avec ça, quoi. Donc, c'est ça. Et je pense peut-être ce qu'il faut connaître sur les écoles doctorales, c'est d'abord dans le premier temps, donc il faut connaître les textes qui s'y appliquent, donc tout ça, donc l'ensemble des règles, des dispositions, et voilà, avant de s'engager sur une thèse, quoi. Donc, je pense que c'est l'aspect important des écoles doctorales. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes parce que c'est en Afrique, ça pourrait être mieux structuré. Mais bon, je pense que voilà, on aura compris qu'il faudra faire avec, quoi. Tout à fait. Alors, autre question aussi que j'avais, c'est notamment ton domaine actuellement où tu nous expliques en fait que tu travailles sur les objets connectés. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus pour nous donner un peu plus de détails sur ce que c'est que les objets connectés, les IoT, comment est-ce que tu t'y es intéressé, qu'est-ce que vous faites actuellement? Et on sait aussi que c'est un domaine qui est d'actualité. Ouais. Alors, Et comme on en parle, quel est l'intérêt particulier qui est lié à ce nouveau domaine-là? l'Internet des objets, donc, c'est un terme récent. Bon, pas trop récent que ça, donc peut-être dans les années 2010, comme ça, que c'est apparu, suite à l'expansion massive des capteurs, donc qui sont des équipements micro-électroniques, donc qui peuvent être déployés dans des endroits divers et dont le rôle, c'est de collecter des données se rapportant à un processus physique. Donc, par exemple, on doit surveiller ce qui se passe dans un champ, on doit surveiller le niveau de l'eau donc dans une station ou bien le niveau de pH dans une station d'aquaculture. Et donc, on met des capteurs donc, qui peuvent collecter ces données donc, régulièrement, périodiquement. Alors aujourd'hui, c'est plein de nouveaux concepts à l'ordre du jour. Donc, on a l'IoT, l'Internet des objets, on a le Web of Things, on a les concepts voilà, comme les big data, donc tout ça. Donc, je pense que l'IoT, ça entre un peu dans la lignée de ces éléments. Et donc, l'idée de l'IoT globalement, donc, c'est de pouvoir euh, collecter des données à partir de capteurs depuis des objets, ensuite de pouvoir peut-être faciliter la prise de décision ou bien de pouvoir mettre en place des systèmes de monitoring donc de ces paramètres sur ces objets et le tout connecté à l'infrastructure Internet donc qui permet de trouver les différents services donc qui pourront être utilisés dans l'exploitation de ces données, quoi. Donc c'est ça en gros l'IoT. Donc, un exemple simple de l'IoT, c'est peut-être dans le cadre de l'agriculture, donc de l'agriculture de précision, ou bien des aspects d'irrigation automatique, où en fait, on a besoin que les capteurs soient placés dans des endroits
du champ, donc qui peuvent détecter le niveau d'humidité du sol, qui peuvent aussi détecter donc des paramètres comme le pH, donc comme la conductivité du sol, donc tout ça. Ensuite, pour pouvoir calculer donc peut-être l'évapotranspiration et ensuite en déduire donc la quantité exacte d'eau à apporter. Donc, si on a des outils comme ça, donc ça permet de prendre des décisions très précises donc par rapport à un plan d'application tel que l'agriculture et aussi dans d'autres domaines. Donc, l'idée, ce sera toujours de monitorer et aussi d'aider à la prise des décisions. Alors, pourquoi l'IoT a pris un engouement partout? Alors, moi, je dirais que c'est dû au fait que, en fait, aujourd'hui, tout le monde a besoin de l'IoT. Donc, si on prend par exemple à l'échelle du continent africain, donc les technologies déjà de communication sans fil qui sont disponibles pour implémenter l'IoT sur de longues distances, en fait, ils sont trop sensibles à la présence d'objets physiques quoi, dans l'environnement. Donc, c'est ce qui fait que donc, le terrain africain, il est vachement compatible à recevoir déjà des technologies donc, qui sont destinées déjà au monde rural quoi. Donc, aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de LoRa, donc, qui est la technologie de communication sans fil la plus utilisée en IoT, du fait qu'elle peut connecter des objets sur une dizaine de kilomètres, ou bien même voire plus. Donc, c'est une technologie qui est facilement adaptée à l'Afrique parce que, voilà, on a assez rarement la présence d'objets donc, qui peuvent entraver la ligne de vue entre les objets connectés sur LoRa. Et donc, de ce fait, donc, la planification dans les milieux semi-urbains et même urbains, donc, s'avère plus facile comparé aux pays développés, quoi. Donc, en Afrique, il y a un challenge un peu particulier donc, de l'IoT et des technologies par rapport à ça. Ok, parfait. Très intéressant en tout cas. Tu me permets en même temps de rebondir sur une autre question. C'est notamment les startups. Ces derniers temps, on a constaté que c'est un phénomène qui a beaucoup de succès, qui a beaucoup d'engouement, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en Afrique. On constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens. Beaucoup de jeunes mettent en œuvre notamment des applications, notamment des projets qui tendent à révolutionner un peu la société. En exemple, on cite très souvent Uber, on a WhatsApp, on a Airbnb et également pas mal d'autres applications comme ça. Alors, on est tenté de te demander dans le domaine dans lequel tu es actuellement, le monde universitaire, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, que vous essayez de promouvoir et est-ce que toi particulièrement tu es engagé dans ce sens ou bien quelle est ton appréhension de ce domaine-là, de l'entrepreneuriat? Ok, super. Bon, par rapport à l'entrepreneuriat, moi, je dirais qu'aujourd'hui, donc, c'est une porte ouverte donc, à toute personne donc, qui a des idées d'innovation et qui veut vraiment partir d'un existant pour proposer des choses innovantes, donc pouvoir mieux faciliter la vie des personnes et de son environnement. Donc aujourd'hui, par exemple, à l'échelle du Sénégal, donc on voit qu'il y a une prolifération de beaucoup de startups, exactement, donc surtout dans le domaine technologique, donc des startups donc, qui sont destinées soit à, à agir dans l'agriculture ou bien dans d'autres activités comme la production de solutions, développement logiciel, donc pour résoudre tel ou tel problème. Donc tout ça, en fait, je pense que c'est des projets qui sont là. Maintenant, par rapport à la compatibilité par rapport à l'entrepreneuriat dans l'université, bon, ça, c'est un peu, je dirais, rare même d'aborder ce sujet. Bon, du fait qu'aujourd'hui, moi, je pense que si on devait analyser peut-être le problème des universités, donc, je pense qu'on l'aurait mis dans ce sens, quoi. Parce qu'en fait, les étudiants, surtout ceux qui sont dans les domaines de l'informatique ou bien technologique, ils sont bien formés. Il y a l'ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans les universités ou bien dans les écoles de formation. Mais en fait, la plupart du temps, on leur enseigne pas en fait comment ils peuvent, c'est pas partir de leur idée et créer leur propre business, quoi. Enfin, je pense que c'est ça un peu l'idée des startups. Donc, on part de son idée et ensuite on crée son propre business là-dessus. Donc, c'est ça un peu le problème. Des idées, il y en a. Les gens en ont à l'université. Donc, récemment, il y a eu des concours, des hackathons, donc des bootcamps, donc du genre, donc,
où les étudiants ils présentent des idées de solutions à des problèmes spécifiques. Mais le problème reste toujours ça, quoi, en fait. Donc, ils peuvent avoir des idées de solutions, ils peuvent avoir des idées, mais en fait, comment est-ce qu'ils peuvent agencer ces idées? Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser? Parce que on parle d'entrepreneuriat. Donc, la première chose, c'est le management personnel. C'est aussi le management de ce que tu as comme ressources et comme disponibilité, le tout mobilisé pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont bien précis. Donc, en fait, tout cet arsenal-là, je dirais que des fois, ça manque un peu à l'université. Et donc, on peut le retrouver peut-être sur la base de compétences individuelles. Donc, voilà, certains peuvent l'avoir, certains non. Mais moi, je persiste à croire peut-être que voilà, qu'il faudrait avoir des programmes, donc tels que des incubateurs. Donc, aujourd'hui, à l'UGB, il y a un incubateur donc, qui est là et donc qui sert à ça, donc à incuber donc, les projets des étudiants et ensuite à les aider à les réaliser, quoi. Moi, je pense que c'est ça, étant donné que la vocation de l'enseignement universitaire, c'est pas de former directement vers l'entrepreneuriat. Je suppose que c'est plutôt un peu plus académique. Mais là, peut-être, au niveau des universités, donc, il doit y avoir des rattachements, donc, qui sont là, et donc, qui peuvent soutenir ces initiatives, quoi. Donc, comme des incubateurs et autres. Tout à fait, très intéressant. Effectivement, avec des incubateurs, on voit à quel point facilement ça peut permettre aux étudiants, en tout cas qui sortent de ces universités-là, de produire des projets, des structures d'entrepreneuriat et qui vont les permettre facilement de s'insérer côté professionnel. Et cela me permet de rebondir en même temps sur une autre question aussi Ouais. concernant le milieu de l'emploi. Alors, on sait que la plupart des étudiants qui sont formés au sein de ces universités-là sont destinés à s'insérer professionnellement. Alors, tantôt, souvent dans des entreprises, tantôt aussi comme ce que tu viens de l'expliquer tout à l'heure, en initiant des projets qui finalement se retrouvent être de très bons produits et qui constituent en fait des entreprises. Alors, à ton avis, de l'analyse que tu fais de ce monde de l'emploi là, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce monde de l'emploi? Vers quoi est-ce que on pourrait évoluer? Alors, je pense que c'est des questions profondes, non? Donc, c'est des questions qui touchent même la nature des systèmes qu'on a dans nos pays, je fais allusion aux pays africains. Donc, bon, j'ai eu à un peu traverser certains pays, donc, surtout notamment les pays anglophones, donc le Ghana, le Kenya et le Nigeria. Et la plupart du temps, tu vois en fait un peu une différence avec un peu ce qui se passe dans le système francophone. Donc, c'est pas une confrontation entre la francophonie et l'anglophonie. Mais en fait, je pense que c'est des constats précis donc, qui peuvent être aussi utiles pour les étudiants. La plupart du temps, ici, par exemple, quand on fait des startups ou bien des bootcamps, des concours bon, dans le domaine de l'IoT, tout ça, ici au Sénégal en tout cas, donc comparé à d'autres pays, on voit qu'il y a moins d'autonomie par rapport à la recherche de nouveaux concepts, par rapport à l'effort d'aller vers de nouvelles choses et d'explorer des possibilités. Donc, il y en a qui disent que c'est un peu par rapport au système français, donc qui est à l'origine de l'État garantit l'éducation pour tout le monde, quoi. Donc, c'est des systèmes où en fait les gens sont habitués à prendre des choix, donc là où il y a moins de risques. Là où il y a moins de risques. Donc, les gens, ils sont pas habitués à prendre des risques. Donc, c'est rare que tu vois, par exemple, quelqu'un qui va jusqu'à l'université, qui met de côté ses études pour se consacrer, par exemple, sur quelque chose. Donc, c'est des choses qui arrivent, quoi. Tu vois. Alors que aujourd'hui, en termes de start-up dans le monde, ben, on voit qu'il y a il y a beaucoup de start-up qui ont été formés comme ça. Donc, les leaders, à un moment donné, ils étaient obligés de prendre des risques grandioses, donc voilà, qui sont totalement incompatibles avec ce qu'il y avait comme réalité connexes à leur contexte. Et pourtant, voilà, après, il y a eu des résultats, quoi. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est un peu par rapport au système qui fait que donc les gens ils sont soit collés à ce qu'on leur propose ou bien à ce qu'ils voient comme opportunité, ok, à courir, c'est pas à s'éloigner du risque, ok, qu'à chercher des opportunités. Bon, en gros, c'est ça la lecture que j'ai fait de la chose. Mais si on observe bien la situation, moi je pense que, à mon humble connaissance, d'ici 10 ans, 20 ans, l'informatique et la technologie va de plus en plus vers cette étape c'est pas
de démocratisation, quoi. C'est pas ça devient de plus en plus libéré, quoi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts comme ça. Donc on parle de open data, on parle des concepts de open source. Je pense actuellement c'est à son top. Donc en fait, tout ça, je pense, c'est des briques donc qui permettent à des gens, qui permettent aux jeunes ou bien, en tout cas aux gars porteurs des idées d'avenir, donc de pouvoir être autonomes sur ce qu'ils font, quoi. Donc, la robotique, donc les capteurs, ok, donc le fait de pouvoir installer des réseaux WAN, c'est-à-dire des réseaux à l'échelle vraiment, vraiment large, à l'échelle urbaine même, ou bien semi-urbain, ok, et juste à travers des moyens personnels. Aujourd'hui, on peut le faire avec du LoRa, par exemple. Donc, et aussi, les recherches sont intenses sur d'autres types de technologies, donc qui peuvent toujours donc permettre aux gens par exemple, de monter des réseaux de collecte de données qui sont propriétaires ou bien voilà, qui sont privés. Et donc, on sera plus obligé donc, de se soumettre à la législation ou bien aux conditions des grandes entreprises, aussi bien dans la téléphonie mobile que dans les fournisseurs d'accès à Internet ou bien dans les services informatiques en général, quoi. Je pense que ça, en fait, c'est une dynamique donc, qui est en train d'avancer comme ça. Et maintenant, donc, en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, en tant que, voilà, quelqu'un qui est ingénieur dans le domaine, donc, je pense qu'aussi, il faut être dans une posture pour accueillir ces choses-là, quoi. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'IoT, on te dit que, donc, d'ici 2020, d'ici 2025, il y aura plus de 20 milliards d'objets connectés dans le monde. Mais le problème actuellement, c'est que si on fait le tour sur LinkedIn, on voit que, voilà, en même temps, il y a très peu d'ingénieurs en base de données qui savent traiter des données. C'est pas sur des bases qui sont rafraîchies peut-être à 30 secondes, chaque 30 secondes. Donc, il y a que, par exemple, des experts en base de données relationnelles. Alors que d'ici quelques années, en fait, cette expertise va s'avérer inutile, quoi, parce qu'on aura besoin de systèmes de données, en fait, qui seront beaucoup plus. Répète. Voilà. Donc c'est des choses comme ça, c'est des concepts comme ça, des programmeurs qui savent faire peut-être que des back-ends qui contiennent que trois composants, par exemple, un truc web, un truc base de données, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a besoin de programmeurs qui peuvent faire des applications distribuées sur des serveurs cloud dans le monde, donc composés d'une dizaine, voire une centaine de back-ends. Donc, si on nous préparait, en fait, à l'avoir pour mieux se préparer dans l'avenir. Moi, je pense que telle est la question. Tout à fait, très intéressant, je suis d'accord avec toi. Effectivement, nous évoluons actuellement vers une libéralisation complète même de tous les systèmes, que ce soit en informatique, que ce soit également du côté de l'État, que ce soit au niveau des données. Tu venais de parler tout à l'heure de l'open data, qui va Voilà. consister notamment à vraiment mettre à disposition toutes les informations, notamment dans le domaine de nos États, à disposition du grand public et voire même des organisations, que ce soit nationales ou internationales, ce qui est une porte ouverte en tout cas pour de nouvelles formes d'entrepreneuriat, de nouvelles choses qui vont arriver. Et comme tu l'as si bien dit, on serait vraiment plus confortable en s'y préparant, en se formant également dans ce sens. Et donc, pour Voilà. continuer, je m'en vais te poser maintenant, puisqu'on tire vers la fin, les Ouais. trois dernières questions de fin. Et dont la première qui est celle-ci. Quelle littérature est-ce que tu recommandes pour un développement personnel ou un développement professionnel et technique même de soi-même? Ok, ben alors, je sais pas trop, hein, je pense il y en a qui sont mieux placés pour répondre par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait, ben, j'ai pas exactement d'idée fixe par rapport à la littérature, mais je me rappelle avoir plusieurs fois donc lu des éléments, soit sur Internet, soit des vidéos, donc quelque part à un moment où je me sentais pas du tout bien, où je me sentais vraiment qu'il fallait un petit discours donc pour vraiment me relever. Mais en tout cas, j'ai senti qu'à des moments donnés, donc j'ai eu ce besoin, quoi. Et donc voilà, j'essaie de trouver la première chose qui me tombe par la main. Alors, je vous dirais peut-être si vous avez une bonne littérature sur ça, peut-être voilà, il faut me la partager, ça va m'aider à l'avenir. Mais je sais qu'en fait, ce besoin, il est là. Donc, les gens en ont besoin parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus débordés.
Donc, on a besoin vraiment de pouvoir bien se canaliser, de mieux gérer sa personne et voilà, d'avancer là-dessus, quoi. Donc, j'ai pas de truc fixe, mais je me rappelle avoir beaucoup de fois donc sollicité donc ces genres de discours, ou bien soit sur YouTube, soit sur Internet. Donc, je le Google tout simplement pour voir quelque chose qui va me faire me sentir un peu mieux, quoi. Ok, super. Alors, mais également dans le domaine professionnel, euh, peut-être dans le domaine de l'informatique, est-ce qu'il y a des documentations spécifiques sur des nouvelles choses qui existent, notamment peut-être l'IoT, des choses de ce genre. Et même pour, bon, côté développement personnel, effectivement, tu as donné ton point de vue là-dessus. Mais est-ce que côté technique aussi, tu as des recommandations particulières? euh, pour de la littérature qui vont nous aider à Oh, mieux se perfectionner dans le domaine technique même. oh oui, Oui. oui. Aujourd'hui, par exemple, ben, c'est pas trop personnel, hein, mais si c'est par exemple dans le domaine de l'IoT en Afrique, alors je recommande aux jeunes donc d'aller un peu visiter ce qui a été fait sur la plateforme Wozniak. Donc, Wozniak, c'est le projet dans lequel j'ai été pendant 3 ans et dont l'UGB en faisait partie. Et donc, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. Donc, au même titre que des grands projets tels que FUR, donc, qui étaient de trouver donc, des standards pour l'Internet des objets en Europe et un peu partout dans le monde. Donc, WhatsApp, c'était uniquement fait pour l'Afrique. Donc, c'est une douzaine de pays donc, éparpillés dans le monde et chacun avait un rôle spécifique à jouer. Et donc, dans ce projet, on a pu produire beaucoup de documentation donc, afin de pouvoir canaliser les gens qui veulent vraiment être performants concernant l'IoT en Afrique, sans pour autant se noyer dans l'atmosphère de détails qui existe sur Internet. Donc, parce qu'aujourd'hui, si on fait un IoT sur Google, alors on tombe sur des milliards de résultats qu'on arrive difficilement à bien gérer, quoi. Donc, WhatsApp a été fait pour ça. Donc, c'est une plateforme d'abord qui permet plateforme cloud d'abord qui permet de gérer les données des utilisateurs avec des backends complexes derrière et aussi qui permettent aux utilisateurs de pouvoir brancher leur application afin de permettre la visualisation des données, la prise de décision, des éléments comme ça. En plus de cela, il y a la documentation aussi qui permet à tout un chacun de faire des produits do-it-yourself. Donc, du genre, on te montre que pour faire, par exemple, un capteur d'humidité de sol, tu as besoin de tel composant qu'il faut acheter sur tel lien. Et maintenant, après, voici les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir avoir un capteur qui marche. Et même le code, c'est donné. Donc, on donne le code et aussi, on donne aussi l'assistance. Donc, s'il y a des problèmes, il y a des forums, donc il y a un ensemble de choses donc, qui a été fait sur Wazir. Donc, www.wazir.io. Alors, Ok. voilà. Alors, l'autre élément, c'est la lecture par rapport aux revues informatiques et par rapport aux livres. Parce qu'aujourd'hui, alors, je pense que c'est rare ici, hein, donc même de le voir dans la communauté des informaticiens. Donc, de voir, les gens ont des applications, n'importe quelle application sur leur smartphone, mais c'est rare de voir quelqu'un qui a une application donc, du genre qui te donne voilà, des news par rapport à ce qui se passe à la Silicon Valley, par rapport à ce qui se passe, par exemple, avec les grands labos aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'informatique, ça évolue avec ces gens-là, quoi. On ne va pas dire que l'Afrique est en retard, parce qu'en fait, c'est plutôt structurel. Donc, aujourd'hui, des Africains sont partout dans ces grands labos en train de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces labos sont dans une dynamique donc, qu'il faut suivre. Donc, il faut être au courant de ce qui se fait là-bas. Donc, si par exemple, je veux donc, connaître quelles sont les dernières nouvelles par rapport à la 5G, alors là, automatiquement, c'est pas peut-être les revues informatiques africaines ou bien sénégalaises qui vont me le donner. Donc, c'est ça un peu l'idée, quoi. Donc, c'est se brancher à différents tunnels d'information. Comme ça, on est à jour par rapport à ce qui se passe, quoi. OK, donc, quelle grande entreprise, donc, il a commencé à faire ceci, à faire cela. Donc, voilà. Ça oriente un peu, donc, les tendances des tendances en termes de recherche et aussi en termes de focalisation, quoi. Donc, ça. Et ensuite, l'autre élément sont les livres. Ce sont les livres parce que je dirais que la vraie connaissance se situe dans les livres. Donc, entre ce qu'on a appris en cours et ce qu'on a pratiqué jusqu'à en avoir l'expérience, je
je pense que c'est couronné par ce qu'il y a dans les livres, donc qui fournissent le plus souvent donc un traitement qui est qui est plus exhaustif donc que les articles scientifiques, que aussi les blogs ou bien les autres éléments de lecture. Donc aujourd'hui, on est dans le monde du multimédia. Donc je pense que voilà, on peut pas. L'idée est claire. Donc il faut se connecter, il faut s'imprégner à travers cet environnement de multimédia. Donc voilà, tout ce qui est lien utile, tout ce qui est pas application utile pour s'informer par rapport aux avancées de l'informatique, tout ce qui est livre utile, tout ce qui est c'est pas vidéo, tout ce qui est donc image, donc n'importe quel support qui permet de véhiculer des informations dans le sens de consolider ce qu'on sait déjà ou bien de nous renseigner sur de nouvelles choses, je pense que doit être lu et voilà. Donc, c'est un peu les instants de pause qu'un informaticien a dans sa vie, quoi. Donc, voilà. On sait que la plupart du temps, les gens n'ont pas de temps pour se consacrer à se lire des livres. Donc, mais voilà, il y a ça aussi, quoi. Maintenant, c'est qu'on peut corréler aussi avec la façon dont on se prend dans sa vie. Donc, aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas avoir un livre d'une centaine de pages qu'on veut essayer de lire, par exemple, en une nuit. Donc, ça aussi, c'est un aspect important aussi bien dans la recherche que je pense dans le développement personnel. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être des slots de temps réguliers à répéter. Donc, aujourd'hui, si on passe chaque jour peut-être 30 minutes de lecture, l'important, c'est qu'on le fasse chaque jour 30 minutes. Si c'est 10 minutes, l'important, c'est qu'on le fasse chaque jour 10 minutes. Et donc, de ce fait, sur un intervalle de temps long, on parvient à écouler une quantité de travail énorme sans pour autant le faire sentir à notre corps ou bien à notre façon de planifier, quoi. Donc, ça aussi, c'était juste quelque chose que je voulais rajouter par rapport à... Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, tu as parlé tout à l'heure de tunnels par lesquels on pouvait avoir certains articles qui sont publiés et également les documents. Je suis tenté de te demander, dans le domaine universitaire, est-ce qu'il y a particulièrement des plateformes sur lesquelles on peut facilement avoir ces articles qui sont publiés, notamment dans nos universités et peut-être même plus généralement dans le domaine de l'informatique? Est-ce qu'il y a des plateformes que tu nous recommandes en exemple? S'agissant des papiers scientifiques, alors il y a plein de revues, hein, il y a plein de revues dans le monde donc, qui octroient soit librement ou bien une partie de leurs ressources librement à tous les chercheurs du monde entier. Donc, naturellement, les universités ont des conventions avec un ensemble de revues, donc là où on peut directement avoir des données, quoi. Et avoir des données ou bien avoir des papiers scientifiques. Donc d'abord, aujourd'hui avec Google, surtout notamment Google Scholar, donc c'est un premier peut-être le site le plus basique, donc peut-être pour pouvoir essayer de voir donc les citations par rapport à un article donné, même si la plupart des fois on peut ne pas retrouver la bonne version là-bas, mais ça donne une idée sur en fait le taux, la connexité de cet article par rapport au domaine dans lequel il intervient. Donc, après, il y a les Elsevier, il y a les Springer, donc il y a les I3E. I3E, naturellement, voilà, je pense que c'est plus accessible et c'est plus compatible avec le domaine informatique. Et voilà, il y a les ACM, donc il y a beaucoup de revues donc, qui peuvent octroyer donc, cette possibilité. Ok, parfait. Merci beaucoup pour ces renseignements. Ouais. Donc, pour continuer toujours dans les questions, je m'en vais te demander, est-ce que tu as un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui t'encourage et te motive particulièrement que tu voudrais partager avec notre audience? Ok, alors j'en ai beaucoup, hein, mais je pense que celle qui me vient plus à l'esprit, en fait, c'est celle-là, c'est en anglais, hein. Donc, when the wise man points at the sky, so the fool looks at its finger. Ouais, je pense que c'est un proverbe bon, qui peut-être c'est par rapport à moi-même, hein. Donc par rapport à mes aspirations que ça m'a beaucoup marqué. Donc je répète, when the wise man points at the sky, the fool looks at its finger.
Donc, je ne sais pas trop si c'est clair. Wow, super. Tu pourrais traduire? Alors, ça veut dire que littéralement, donc, quand le sage, je sais pas, pointe du doigt le ciel, alors, je sais pas, le non-sage, lui, il regarde ses doigts. Si on peut le traduire littéralement comme ça. Ok, parfait. Super. Tu voudrais ajouter un commentaire là-dessus? L'idée, c'est qu'en fait, toujours, je pense, c'est d'essayer de voir plus que là où on nous indique, quoi. Moi, je pense que c'est ça. L'idée, c'est d'essayer de voir plus que voilà, ce qu'on nous dit et d'essayer toujours d'aller de l'avant et de toujours creuser par rapport à cette étendue immense que représente le ciel. Donc, et voilà. Donc, et ne pas se limiter sur de, euh, sur des petites choses, quoi, sur des petits objectifs. Moi, je pense que ça peut-être, voilà, plus augmenter ses ambitions bon, par rapport aux possibilités que l'on a. Mieux apprécier la vie, en tout cas. Super, super proverbe. Merci beaucoup. Et pour terminer, voici une dernière question. Comment les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin? Exactement. Alors, d'habitude, le premier contact, alors je pense que c'est plus professionnel de le faire sur LinkedIn. Et maintenant, si ça demande donc d'aller jusqu'à Skype ou bien même WhatsApp, alors il n'y a pas de problème. Ok, parfait. Sur LinkedIn, c'est Babacar Diop et voilà, ingénieur IoT Engineer. Donc, c'est Université Gaston Berger. Ok, parfait. Super. Alors, sur ce, nous sommes au terme de cet échange. En tout cas, très riche d'informations. J'ai énormément appris des choses du milieu universitaire que je ne connaissais pas. Et je te remercie pour cela. Et c'est sûr que les membres de la communauté aussi vont vraiment profiter de cette opportunité que tu nous donnes. Et on souhaite vraiment que, voilà, à d'autres occasions, tu puisses avoir du temps encore pour qu'on puisse échanger sur d'autres sujets. Merci Merci. encore et à très bientôt. Merci à toi, Faisal. Merci. Très bientôt. Hein. Nous sommes au terme de cet échange avec Dr Babacar Diop, spécialiste en réseau de capteurs et du domaine de l'Internet des objets. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en le notant de 5 étoiles sur votre application de podcast ou en likant le post sur les pages Facebook, LinkedIn ou la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous avez la possibilité de disposer de l'ensemble de nos épisodes sur votre téléphone afin de l'écouter à vos temps libres. Pour cela, il vous faut installer une application de podcast sur votre téléphone. En exemple, vous pouvez trouver Podcast Addict sur Play Store pour ceux qui utilisent un téléphone Android ou simplement utiliser iTunes si vous utilisez un iPhone. Ensuite, vous recherchez à travers votre application de podcast notre plateforme Jeunes et ambitieux au pluriel bien sûr. Au revoir et à bientôt.